présidente de la Ligue des droits et libertés et je suis vraiment heureuse de vous voir aussi nombreux et nombreuses sur mon Zoom, même si on ne peut pas se voir en vrai. Avant de débuter, je voudrais dire quelques mots sur le territoire sur lequel nous nous trouvons. Dans son travail de promotion et de défense des droits humains pour tous et toutes, la Ligue des droits et libertés s'est donnée comme mission de sensibiliser les populations allochtones aux enjeux liés à l'autodétermination des peuples autochtones. C'est pourquoi nous tenons à reconnaître que nous sommes ici en territoire autochtone non cédé, nommé Tiohtià:ke Montréal, qui est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et également aujourd'hui comme une population autochtone diversifiée avec plusieurs autres communautés qui y habitent également. C'est donc dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les populations autochtones et les autres communautés de Montréal. La Ligue des droits et libertés a été fondée en 1963, donc maintenant, bientôt, la Ligue aura 60 ans. Elle vise à faire connaître et à défendre et promouvoir l'universalité, l'indivisibilité et l'interdépendance des droits reconnus par les chartes internationales, particulièrement la Charte internationale des droits humains. Ces activités visent à intervenir auprès des instances gouvernementales pour dénoncer les situations de violation des droits de la personne, mais aussi pour faire de l'information, de la formation, de la sensibilisation et pour faire connaître plus largement les enjeux de droits humains au public québécois. Je suis très heureuse de pouvoir animer cette soirée, d'autant que ce numéro, vous vous en doutez, n'arrive pas par hasard, puisqu'il a été produit en temps de pandémie, mais aussi suite à la mort de Joyce Echaquan. J'aimerais quand même prendre quelques mots là-dessus, puisque récemment, la Ligue et plusieurs autres organisations ont répondu à l'appel du Conseil Atikamekw de Manawan et du Conseil de la Nation Atikamekw pour appuyer ce qu'on appelle maintenant le principe de Joyce. C'est d'ailleurs une partie de l'objet de l'éditorial de cette revue. Ce principe-là vise à garantir à tous les Autochtones un droit d'accès équitable sans aucune discrimination à tous les services sociaux et de santé, ainsi que le droit de jouir du meilleur état possible de santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Pour en savoir plus sur le principe de Joyce, notamment, je vous invite à devenir membre de la Ligue et à vous procurer la revue de ce fait même et à soutenir le travail de la Ligue puisque c'est quelque chose aussi qu'on va suivre de façon assez serrée dans les prochains mois et les prochaines semaines. Débutons donc ce panel. Je vais vous expliquer rapidement comment ça va se dérouler. Chaque présentateur et présentatrice auront 5 minutes pour faire leur présentation. Je vais présenter les panélistes au fur et à mesure. Il y aura par la suite, après chaque présentation, s'il y a des questions d'éclaircissement, je vous invite à les mettre sur le chat. Comme ça, Elisabeth ou Linda vont me les faire parvenir. À la fin des présentations, ça va être vraiment des questions d'éclaircissement, donc elles vont filtrer les questions en ce sens. Et pour les questions ou les discussions plus avant, on aura, si tout va bien, 30 minutes pour pouvoir continuer ou débuter des discussions. Le premier invité de cette soirée est Vincent Greason. Il est membre du comité éditorial de la revue Droits et libertés, qui vient de paraître, Le droit à la santé au-delà des soins. Et c'est un militant au comité du droit à la santé, en plus d'être un militant de longue date de la Ligue. Vincent, à toi. Merci, Alexandra, d'avoir souligné que je suis vieux. Très gentil. Sérieusement, c'est vraiment avec fierté que je prends la parole au nom du comité de rédaction aujourd'hui pour présenter ce numéro de la revue de la Ligue des droits et libertés. Avec fierté parce que je crois que ce numéro est tout à fait à la hauteur d'une publication de la Ligue.
La revue qu'on lance aujourd'hui est le fruit d'une démarche entamée par un tout nouveau comité de travail de la Ligue, celui du droit à la santé. Il s'est formé pendant la pandémie pour examiner la portée du droit à la santé, mais surtout pour explorer la possibilité d'ouvrir un débat dans l'espace public sur les incapacités structurelles de notre système de santé d'en assurer la pleine réalisation du droit à la santé. Maintenant, la revue, tout d'abord, je reconnais les membres du comité de rédaction qui ont conceptualisé et sollicité les auteurs dont les plumes se retrouvent dans les pages de ce dossier. Je vois que Samuel Blouin est parmi nous. Merci Samuel. Nicole Filion également. Puis Elisabeth Dupuis de l'équipe de la Ligue. Ensuite, je vous signale l'article de Lucie Lamarche qui fait la présentation du numéro. Une synthèse analytique extraordinaire qui mérite d'être lue et cogitée. J'aimerais même citer le paragraphe d'introduction. Et je cite. Au cœur d'une pandémie qui frappe dur et inégalement, le comité éditorial de la revue Droits et Libertés offre un numéro dédié aux droits humains à la santé plutôt qu'au sort des services de santé en temps de pandémie. La nuance est de taille et elle est importante. Pour nous en convaincre, il suffit de revoir le film des événements des derniers mois. Le printemps 2020 a révélé des insuffisances et des carences de l'organisation des soins de santé et de leur disponibilité. Mais la crise de la COVID se poursuivant, l'été et l'automne ont révélé plus encore. Ainsi, l'état général de bonne santé dépend, par exemple, de l'emploi qu'on occupe, du quartier qu'on habite et des marqueurs socio-économiques qui nous distinguent. En constatant que tous et toutes ne sont pas égaux devant la pandémie, on ne peut s'empêcher de reconnaître que l'état général de bien-être est en tout temps un enjeu de justice sociale. C'est ainsi que s'impose la reconnaissance du droit à la santé dans toutes ses dimensions et dans l'ensemble des rapports d'interdépendance que ce droit entretient avec tous les autres droits humains. Je ferme la citation. Conceptuellement, la revue se divise en 3 parties, dont chacune est représentée par une panéliste aujourd'hui. La première partie, c'est l'état de la situation. L'état de la situation au niveau du droit à la santé. Qu'en est-il dans les outils internationaux, le PIDESC, dans les outils nationaux, la loi de la santé et des services sociaux, la loi sur la santé publique? Marie Carpentier en fera l'exposé. La deuxième partie du numéro, c'est sur les failles et lacunes. Il y en a plusieurs. Je n'ose pas les nommer, vous les avez à l'écran, vous les aviez à l'écran, mais si vous allez sur la caricature de Boris sur la page couverture, dans la forteresse, vous allez voir plusieurs des failles et lacunes. En résumé, ça va mal. Pour développer une couple d'idées sur ce thème, André Pierre Contantriopoulos, je m'excuse, André Pierre, prendra la parole sur cette deuxième partie du numéro. Et la troisième partie du numéro, c'est sur les prospectives. Ça va mal, mais ce n'est pas très mobilisant. Dans la troisième partie, plusieurs pistes de sortie sont lancées, dont certaines, et je fais référence encore à la caricature que vous allez voir quand vous allez acheter la revue, des prospectives se retrouvent dans la foule qui s'attaque à la forteresse. Voilà, Marie-Lou Gagnon représente la troisième partie de la revue, celle qui dit que nous ne sommes pas impuissants devant le système actuel, mais en nous organisant, nous pouvons faire des changements. Cette revue lance un appel au démarrage d'un vaste chantier de réflexion collective et participative au Québec
autour de la réalisation du droit à la santé qui va bien au-delà de l'accès à des services et soins de santé. Nous espérons que des riches contributions qui sont proposées au lecteur et à la lectrice constituent une impulsion créatrice à cette fin de mobilisation. Donc, au nom du comité de rédaction, je termine avec un remerciement très chaleureux à toutes les personnes qui ont accepté de rédiger un article. Et j'en vois plusieurs dans la foule qu'on a avec nous. Mais surtout avec un mot de remerciement spécial aux 3 panélistes qui prendront immédiatement la parole. Merci. Merci beaucoup, Vincent. Je t'invite à fermer ton micro. J'ai vu sur le chat, on demandait si la revue était disponible. Donc, la revue n'est pas disponible sur le site, mais elle est disponible ou sera disponible la semaine prochaine à la vente ou par abonnement. Donc, je vous invite encore une fois à devenir membre de la Ligue, ne serait-ce que pour cette magnifique revue. Je vais laisser la parole maintenant à Marie Carpentier, qui est conseillère juridique à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Elle est aussi doctorante en droit et son doctorat porte sur les clauses d'évaluation d'impact qui peuvent contribuer à la réalisation du droit à la santé. Elle nous parlera ce soir de la judiciabilité du droit à la santé en contexte québécois et canadien. Marie Carpentier, c'est à toi. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup bonjour à tous et à toutes. Merci au comité éditorial de la revue de m'avoir invité à contribuer à ce magnifique numéro que j'ai eu l'occasion de consulter en version virtuelle et que je trouve vraiment très, très intéressant, riche de contributions. Je voudrais juste faire une petite rectification. C'est aujourd'hui, je vais vous parler des activités d'évaluation. Puis ma thèse de doctorat porte sur la justiciabilité du droit à la santé. Donc, c'est l'inverse, mais en fait, les deux sujets se recoupent complètement. J'imagine que certains d'entre vous ont eu l'occasion d'écouter hier le docteur Arruda qui se faisait, je dirais, griller devant les députés de l'Assemblée nationale. J'attirerai votre attention sur le fait que si vous avez eu l'occasion de suivre les débats là, qui étaient intéressants, une des questions centrales, c'est comment vous faites pour prendre vos décisions. Donc, c'est une des questions qui m'intéresse et qui me préoccupe en termes de santé au Québec en particulier, c'est comment sont prises les décisions d'allocation des ressources en santé. Et la question qui m'intéresse, c'est aussi savoir, bien, nous, en tant que contribuables, en tant que citoyens, en tant que personnes résidant au Québec, comment on peut faire valoir nos droits à la santé dans ce contexte-là de prise de décision. Quand vous allez prendre connaissance de l'article, vous allez vous rendre compte que le droit à la santé n'existe pas en droit interne et que les tribunaux ont une résistance importante à trancher les questions d'allocation des ressources à la santé. La raison que donnent les tribunaux pour cette hésitation-là, c'est la question du partage des pouvoirs, la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire dans une démocratie comme la nôtre. C'est une question qui, à mon avis, est légitime. Donc, ils hésitent à trancher les questions d'allocation des ressources en arguant qu'il s'agit, que ça relève des pouvoirs élus, donc du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. À mon avis, c'est une question qui est légitime, donc qui fait partie de la culture judiciaire québécoise. Cependant, je pense qu'il y a moyen de passer outre ce problème-là. Donc, je ne pense pas que ce soit une bonne solution pour les pouvoirs judiciaires d'abdiquer l'exercice de leur pouvoir. C'est ce qu'ils font quand ils refusent de trancher. Mais je pense qu'une bonne façon de procéder pour eux, ça serait plutôt de moduler leur intervention. Donc, il y a deux façons dont les tribunaux pourraient faire cet exercice-là, puis ils le font déjà à certains égards dans certaines occasions. D'une part, ils pourraient concentrer leur exercice sur l'examen, non pas des décisions qui sont prises, mais du processus décisionnel. Donc, examiner la façon dont
les autorités publiques prennent leurs décisions quant à l'allocation des ressources en santé, quant aux décisions de couvrir tel ou tel élément, quant aux décisions de donner telle ou telle priorité. C'est une question qui est vraiment aiguë en contexte de pandémie en plus. Mais donc, en se posant la question, non pas de, c'est pas aux tribunaux, à mon avis, de décider quelle est la bonne décision, mais ils peuvent se questionner sur la façon dont la décision est prise et si dans cette façon-là, on inclut les considérations de droit de la personne, notamment des considérations en lien avec le droit à la santé, mais dans tous ses déterminants, dans tous les aspects de ses déterminants. Un deuxième aspect de la façon dont les tribunaux peuvent moduler leur action, c'est en offrant des mécanismes de sanctions ouverts. Et c'est ce qu'on observe à l'heure actuelle en ce qui concerne l'aide médicale à mourir, c'est que les tribunaux ont octroyé une déclaration d'invalidité, mais c'est une déclaration d'invalidité suspendue qui permet au pouvoir élu de trouver, de définir eux-mêmes une solution qui respecte les barèmes que les tribunaux donnent. De cette façon-là, on permet au pouvoir élu de continuer à exercer leur pouvoir sans que l'intervention des tribunaux soit trop intrusive. Puis, donc, de cette façon-là, les tribunaux pourraient préserver la légitimité de leur action, de l'exercice de leur pouvoir, et une façon qui pourrait les soutenir dans cette activité-là, un moyen législatif, ça serait la mise en place de mécanismes d'analyse d'impact, donc des mécanismes qui permettraient de voir l'impact des politiques, des législations, des règlements qui sont adoptés, mais avant même leur adoption. Pour être efficiente, ces mesures-là devraient être obligatoires. Donc, à chaque fois qu'on adopte une mesure, transparente, ça veut dire qu'il faudrait qu'on puisse consulter les débats et devrait inclure les parties intéressées aussi pour que chacun ait l'occasion de défendre sa position. Puis si des mesures d'analyse d'impact étaient mises en place, ça permettrait notamment de fournir le matériau qui serait nécessaire aux tribunaux pour évaluer la validité du processus de décision. Donc, en gros, c'est les solutions que je propose pour détourner le problème de la justiciabilité des droits économiques et sociaux, donc une action des tribunaux qui serait allégée, mais qui ne nous laisserait pas un pied en l'air, puis qui ne nous laisserait pas sans justiciabilité du droit à la santé. C'est en gros ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup, Marie Carpentier. Je vous invite à retenir vos questions pour fin de discussion à la fin de la présentation de nos panélistes. Je vais y aller directement avec notre prochain invité, qui est André-Pierre Contandriopoulos, qui est professeur émérite à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Et il va nous parler de ce qu'il faut faire pour retourner vers des cliniques de proximité à l'heure des GMF. À vous la parole. Bonsoir à tous. Au fond, mon intervention pourrait s'appeler de Gastonguay à Barrette ou l'échec de l'organisation de soins de proximité équitable, accessible et de qualité. J'aimerais parler, et je vais le faire dans une perspective historique de Gastonguay à Barrette, ça nous ramène sur une période d'une 50aine d'années ou un peu plus, et partir avec une citation de Jacques Ferron qui me semble parfaitement adaptée à l'histoire des soins de proximité, des soins de première ligne au Québec. On est parti avec des buts imprécis vers une destination aléatoire et changeante que le voyage lui-même se chargera d'arrêter. Ainsi l'on va, encore chanceux de savoir d'où l'on vient. Et c'est cette idée de savoir d'où l'on vient qui va organiser un petit peu ma présentation. Alors, je vais essayer d'être rapide. Partons du lendemain de la Deuxième Guerre. Après la guerre, après les horreurs de la dernière guerre, la médecine arrive, la médecine moderne, la médecine clinique arrive à une période tournante de son évolution. Et on peut manifester cette période par la convergence de trois découvertes qui, dans l'univers, qui viennent modifier dans la tête de chacun et dans la tête des gouvernements le rôle de la médecine dans la société.
Alors, on peut, pour les illustrer, parler des antibiotiques. Pour la première fois de l'humanité, on va pouvoir guérir des maladies infectieuses qui tuaient littéralement des populations entières depuis toujours. Deuxièmement, la radiographie aidée par la guerre a fait des progrès considérables et l'imagerie médicale voit le jour. Pour la première fois, on va pouvoir rendre le corps transparent et la clinique va pouvoir regarder à l'intérieur des organes et diagnostiquer sans avoir à tuer ou à ouvrir les corps. Et troisièmement, et c'est un des paradoxes de la guerre, c'est que durant la guerre, l'industrie chimique avait fait des progrès considérables, en particulier dans l'étude des gaz, et que ces travaux-là ont permis de découvrir de nouveaux gaz anesthésiants qui vont permettre littéralement, durant le temps d'une opération, de tuer et à la fin de l'opération, de ressusciter la personne sur laquelle on est intervenu. Ces trois phénomènes-là montrent qu'il y a, à toute fin pratique, plus de limites à la capacité de l'intervention de la médecine. On peut déjà rêver, comme le faisait l'OMS très peu de temps après, dans les années 60, à la santé pour tous en l'an 2000. Alors on voit bien quel enthousiasme on avait à ce moment-là. À ce moment-là aussi, on voit apparaître des projets d'intervention de l'État dans le domaine de la santé, en particulier le plan Beveridge qui a été déposé en Grande-Bretagne en 1942. Et là, il y a Michel Foucault qui dit « En 1942, au cœur de cette guerre mondiale qui tua 40 millions de personnes, s'est consolidé non pas le droit à la vie, mais un droit différent, plus important, plus complexe, qui est le droit à la santé, à la vie en bonne santé. » Et bien sûr, ce droit qui était encore un droit informel, puis on voit bien comment l'opérationnalisation de ce droit a été difficile et continue à être difficile, mais cette idée qu'on a un droit à vivre et à vivre en santé fait en sorte que les États ont la responsabilité de mettre en place ce qui est possible de faire et à ce moment-là, de rendre accessible ce que la médecine est capable de faire sur les personnes. Et c'est les grandes périodes durant lesquelles, partout, dans tous les pays développés et dans d'autres, on voit apparaître les premiers programmes publics d'assurance maladie, quelquefois universels, quelquefois partiels. Et ce développement de ces programmes publics d'assurance maladie, qui se sont faits en gros entre 1950 et 1970-75, ont bien sûr aussi été mis en place au Canada et au Québec. Alors au Canada, ça a été d'abord des provinces, surtout les provinces de l'Ouest, qui ont mis en place des programmes d'abord d'assurance hospitalisation, puis ensuite d'assurance maladie. Et finalement, c'est le gouvernement fédéral qui est intervenu. Il est intervenu en 1958 pour dire je serai prêt à financer 50% des dépenses des hôpitaux si les provinces mettent en place un programme d'assurance hospitalisation. C'est ce que toutes les provinces ont fait. Et le Québec l'a fait en 1960. Et finalement, un peu plus tard, il a refait la même chose en 1958 avec en 1958 avec les services médicaux en disant on va compléter l'assurance hospitalisation par l'assurance médicale et le fédéral va payer 50% des coûts de ces programmes. À ce moment-là, le Québec a été en pleine révolution tranquille et a décidé de faire les choses comme il faut, c'est-à-dire qu'avant d'implanter l'assurance maladie, il va faire comme il avait fait pour l'éducation, demander à une commission d'enquête de préparer un programme cohérent de mise en place de l'assurance maladie. Ça a été la mise en place de la commission Gastonguay-Neveu et les travaux qu'elle a fait. Alors, cette commission Gastonguay-Neveu a travaillé et a déposé son rapport en 1970 et elle a fonctionné en proposant un projet global qui reposait au fond sur un certain nombre d'idées assez simples. Elle parlait de santé globale,
La commission parlait d'une cohérence entre les différentes parties du système, les soins médicaux, les services hospitaliers, les autres types de soins. Elle était tout à fait intéressée par les modèles qui étaient les modèles de soins de proximité qui s'étaient développés dans les années 60, en particulier dans le cas des cliniques populaires comme la clinique Saint-Charles, dont parlait Madame Gay dans un de ses papiers dans la revue. Elle s'est aussi beaucoup inspirée des HMO aux États-Unis qui avaient une perspective de projets intégrés d'intervention auprès des populations. Et elle a fait un certain nombre de recommandations. Et alors, je trouve important de revenir, et je vais vous lire ce qu'elle disait sur les soins de première ligne, les soins de proximité. Alors, cette commission, elle recommandait que pour répondre, et je cite, aux besoins les plus courants de la population d'une façon continue et complète au niveau même où ces besoins surgissent, il fallait que des centres locaux de santé forment des équipes de base de 3 à 5 médecins, de 4 à 10 infirmières cliniciennes et infirmières soignantes, aidées d'un travailleur social pour desservir une population de 10 à 15 000 habitants. Il fallait que cette équipe de base soit mobile, souple et en contact avec les médecins spécialistes en vue de répondre aux besoins de la population. Et un peu plus loin, la commission continue en disant « Une médecine globale centrée sur la prévention et la réadaptation et qui tient compte de l'aspect psychosocial de la maladie, le travail en équipe, les soins axés sur l'individu et sa famille seront difficiles, voire impossibles à mettre en place dans un système de rémunération à l'acte. Elle recommande donc que le mode de rémunération à l'acte soit progressivement abandonné au profit d'autres formes de rémunération, telles le salariat et la rémunération au prorata du nombre de cas traités. » Alors, c'est vraiment intéressant de relire ces éléments-là parce que pendant toutes les années jusqu'à aujourd'hui qui ont suivi, on s'est obstiné à répéter exactement ce que disait la commission Gaston-Gay. Si on veut que des soins de proximité soient organisés, il faut aller dans une direction qui est une direction de restructuration de l'ensemble du système. D'une certaine façon, il faut que l'hôpital et la médecine spécialisée cessent d'être le centre du système de santé. Il faut que l'on change le mode de rémunération des médecins. Il faut que l'on accepte la diversité, on accepte de prendre le risque d'avoir des formes différentes de ces soins de proximité qui soient adaptés aux réalités de chacun des coins du Québec, de chacun des quartiers des grandes villes du Québec. On l'a dit, Monsieur Gaston-Gay, la commission Gaston-Gay l'avait dit, mais ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'au moment d'implanter les recommandations de la commission Gaston-Gay, essentiellement, on a créé des structures, l'assurance maladie, on a redonné du pouvoir au ministère de la Santé, on a créé la régie de l'assurance maladie, on a créé un ministère de la Santé beaucoup plus fort et puissant, mais fondamentalement, on n'a pas modifié la dynamique même du système de santé. La médecine spécialisée, l'hôpital sont restés au cœur du système. Le système marche en quelque sorte sur sa tête depuis 50 ans. Il faudrait le remettre sur ses pieds. Le remettre sur ses pieds, c'est quelque chose qui paraît évident, mais que même si on sait que c'est évident depuis plus de 50 ans, on ne le fait pas. Si on ne le fait pas, c'est très probablement parce que ces systèmes, ces macrosystèmes complexes que sont les systèmes de santé ou les systèmes d'éducation, sont des systèmes qui ont une très forte inertie et qui fonctionnent sur des trajectoires dont il est difficile de réorienter l'angle d'attaque, de réorienter la direction. Le système de santé, le système de soins tel qu'on le connaît, aujourd'hui, il est poussé par des formes qui le transforment et qui demandent et qui font en sorte qu'on demande à ce système chaque fois plus. Il y a le développement de la technologie, il y a le développement des connaissances, il y a les transformations démographiques et le vieillissement des populations, il y a la détérioration de l'environnement. Tous ces phénomènes-là poussent les populations à demander toujours plus au système de soins en ayant l'impression que c'est la seule réponse à un malaise de plus en plus généralisé. Et en même temps, on est dans des sociétés néolibérales, et il y a un article là-dessus dans la revue,
qui montrent qu'on est aussi dans des situations où les États n'ont pas d'autre choix face à la mondialisation, et entre autres la mondialisation des marchés financiers, que de couper, que de rationaliser, que d'éviter d'avoir des déficits trop importants, sauf en période de pandémie, et que la conjonction entre ces grandes forces qui font en sorte qu'il y ait des demandes de plus en plus fortes qui s'exercent sur le système de soins, et en même temps des contraintes liées à la mondialisation et liées à la au libéralisme économique qui existe, font en sorte que ces systèmes sont en crise, et en permanence on demande à ces systèmes d'être plus performants. On arrive donc des systèmes qui vont devenir des entreprises qu'on veut manager comme les grandes entreprises. Le modèle Toyota, les programmes Lean, la qualité totale, font en sorte qu'on gère les systèmes de soins comme des entreprises à flux tendu, où on fait appel à des sous-contractants pour ne pas faire nous-mêmes ce qu'on a à faire. On peut seulement penser à tout ce qui se passe dans le domaine des soins infirmiers et des offres de soins infirmiers. Je suis vraiment désolée de vous couper, oui, Monsieur Cantandre. Oui, si vous pouvez finir en une petite minute pour laisser du temps à Marie-Lou et aux questions. Alors, ce système-là, je m'arrête. Ce système-là est donc pris dans cette tension-là, cette tension-là qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à le transformer comme tout le monde dit qu'il devrait être transformé. Et pourtant, si on veut, je termine là-dessus, si on veut remettre ce système sur le pied, il faudrait se demander, mais qu'est-ce que sont les soins de proximité? Et je pense que c'est très simple. Concrètement, il faudrait qu'au fond, que partout au Québec, dans tous les quartiers des grandes villes, on ait des groupes de professionnels qui puissent s'organiser pour que chaque personne qui se sente mal, qui est inquiète pour sa santé, qui ressent un malaise, qui est suivie pour un problème, soit accueillie sans délai, observée, écoutée, rassurée par un professionnel qui soit attentif à son histoire, à sa singularité, à l'environnement dans lequel il vit. Il faudrait que cette équipe soit responsable de diagnostiquer les problèmes de santé, d'obtenir des consultations spécialisées, de traiter, d'organiser les traitements, d'accompagner les patients durant les soins, de les orienter dans leur démarche de traitement et surtout presque de les suivre par la suite et d'être en permanence attentif à ce qu'on peut faire en amont des problèmes de santé quand c'est possible. Au fond, ça demanderait qu'on arrive à décentraliser les décisions au lieu de les centraliser comme l'ont fait Dr Couillard et Dr Barrett, qu'on arrive à redonner une existence locale aux décisions qui sont prises dans le système de santé, de façon à ce que, localement, on puisse accueillir tout le monde et que, globalement, les services secondaires, tertiaires, surspécialisés soient au service des besoins des gens dans leur communauté. En gros, c'est ça, j'arrête là. Oui, merci, monsieur. Je voulais juste dire que, dernier mot, il y a peu de chances que ça arrive, on pourra en parler tout à l'heure. Merci, monsieur Cantandre-Riopoulos. Alors, on va laisser la parole à Marie-Lou Gagnon, qui est professeure agréée à l'Université de Victoria et qui va nous parler des questions de dénonciation en santé pour les travailleuses et travailleurs en santé. Merci. En fait, c'est le défi de donner 5 minutes à des profs d'université. En fait, ce qu'on partage, Amélie Perron et moi, dans la revue, c'est vraiment la question du droit de la santé qui passe par le droit de dénoncer. Donc, on s'intéresse beaucoup, à travers les travaux de notre observatoire infirmier qu'on a fondé ensemble, à la question de dénonciation, surtout chez les infirmières. On sait que c'est le plus gros groupe de professionnels de la santé. C'est un groupe aussi qui est au Québec et en fait, on en fait presque une étude de cas, Amélie et moi, depuis maintenant 3 ans, et très mobilisé. En fait, pour avoir travaillé en Ontario et maintenant en Colombie-Britannique, on ne retrouve pas cette forme de dénonciation infirmière ailleurs au Canada. C'est très particulier ce qui se passe au Québec depuis 2018 avec la sortie d'Émilie Ricard. Si vous vous rappelez, tout le monde en parle, la vidéo Facebook, virale et tout. Et depuis ce temps-là, les infirmières, c'est vraiment un coup à temps pas l'autre, dénonciation, créativité, mobilisation. En fait, il y a toutes les stratégies qui sont déployées.
surtout dénoncer de façon externe, parce qu'on peut dénoncer à l'interne, mais ce qu'on a très rapidement compris au niveau des infirmières, c'est qu'à l'interne, il n'y a rien qui se passe, où il n'y a pas vraiment de canaux officiels, même si on aime nous dire qu'il faut les utiliser. On ne les trouve pas ou ils sont complètement inefficaces. Donc, on voit beaucoup plus de dénonciations externes, donc utilisation de réseaux sociaux, prise de parole dans les médias de façon où les gens s'identifient ou de façon anonyme parce qu'on sait qu'il y a un très grand risque à dénoncer. Il n'y a pas vraiment de protection pour les infirmières qui le font. Donc, on s'intéresse énormément à ça. Et en plus, en même temps qu'on s'est mis à s'intéresser à ça, ça fait maintenant 3 ans et ça ne s'arrête pas. On écrit des textes d'opinion, on fait des analyses théoriques, des analyses empiriques. D'ailleurs, on vient de terminer une étude où on a fait 40 entrevues avec des infirmières et infirmiers du Québec sur leur expérience de dénoncer. Et en plus de ça, ça a été, selon moi, en tout cas à ma connaissance, le premier cas à se rendre à la cour d'appel en Saskatchewan où une infirmière qui s'était vue retrouvée coupable de faute professionnelle pour avoir pris parole sur Facebook pendant son congé de maternité pour dénoncer les soins de fin de vie offerts à son grand-père dans l'équivalent d'un CHSLD, s'est vue retrouvée coupable de faute professionnelle par son ordre professionnel. Cette décision-là a été renversée à la Cour d'appel en Saskatchewan et dans leur décision, les juges ont reconnu, selon moi, c'est une grande avancée et ça rattache le droit de dénoncer le droit à la santé. C'est que si on veut un système de santé qui a de l'allure, qui offre des soins sécuritaires, où il y a des conditions de travail aussi qui sont saines, où est-ce qu'il y a une gestion humaine et qui fait aussi du sens, bien, il faut que les professionnels de la santé soient capables de prendre parole et même s'ils le font publiquement, et même s'ils critiquent le système de santé, que c'est en fait, les juges ont reconnu que c'est essentiel, et ça doit être fait et ça doit être en fait, on ne doit pas museler les professionnels de santé et surtout pas le personnel infirmier qui est en première ligne et qui est vraiment témoin de toutes ces réformes, tous ces changements, tous les styles de gestion qu'on vient d'aborder dans la présentation d'avant. C'est vraiment le personnel infirmier qui est le premier témoin de ce que ça veut dire sur l'accès aux soins, sur la qualité des soins. Donc, on s'intéresse à ça, c'est ce qu'on partage dans notre article. Et ce qu'on avance, en fait, c'est que le droit à la santé, ce n'est pas juste la question des soins, mais c'est aussi qu'est-ce qui arrive aux soignants. Est-ce que ces soignants-là sont capables de se mobiliser, de prendre parole, et est-ce qu'ils ont les outils pour le faire? Et surtout dans le contexte de la COVID, je pense que surtout dans le contexte québécois, on est très conscient de l'omerta dans le système de santé et le genre de représailles auxquelles font face les dénonciateurs. Donc, ce qu'on avance, c'est vraiment qu'il faut s'intéresser davantage à cette question-là. Il faut aussi protéger nos sonneurs d'alarme. C'est une traduction de whistleblower, là, mais donc ceux et celles qui sonnent l'alarme pour notre propre bien, pour défendre les intérêts du public, pour protéger les patients, il faut les protéger eux aussi. Et ce n'est pas le cas. Et on l'a vu durant la COVID que les représailles n'ont fait qu'augmenter, que les conditions de travail n'ont fait qu'empirer et qu'on a tout de suite, dès le début de la pandémie, utilisé la force d'un arrêté ministériel pour retirer toutes les protections au personnel infirmier. Et pendant qu'on les appelait des anges gardiens, on les a traités vraiment, là, j'essaie de trouver des mots qui sont polis, mais parce que là, c'est live sur Facebook, mais on les traite comme des pions interchangeables qui n'ont pas de droit et en fait, on leur demande de soigner et de se taire. Donc, nous, nos travaux s'intéressent surtout à cette belle mobilisation qu'on voit, mais aussi l'importance de protéger les dénonciateurs et de continuer à pousser dans ce sens-là. Donc, si ça vous intéresse de lire certaines de nos analyses qui sont en accès en ligne, sans frais, je peux les partager dans le chat ici, là, dans la boîte, surtout l'analyse qu'on a fait de la plateforme Je dénonce, qui est une plateforme qui a été mise en place par la FIC pour que les professionnels puissent dénoncer sans en payer le prix. Parce que le prix est quand même assez important. Pour certains et certaines, c'est juste pas possible de risquer leur emploi. Donc, on a fait une analyse de plus de 600 témoignages au cours de l'été et aussi une analyse de la prise de parole média. Donc, je partage ça dans la chat et je m'arrête là parce que je suis intéressée aux questions. Merci beaucoup, Madame Gagnon, pour cette réflexion, mais aussi les références. C'est maintenant le moment des questions. Je vous invite à les inscrire sur le chat.
Il y a déjà une question de notre ami Vincent. Alors, je te laisse aller, Vincent, pour cette question. J'ai écouté les nouvelles ce matin, puis j'ai appris quelque chose que je ne savais pas. J'ai appris que c'est les grandes compagnies pharmaceutiques qui vont être les sauveurs de notre système de santé, qui vont nous sauver de la COVID-19. Et là, j'étais un peu confus parce que je venais de coordonner une revue dans laquelle on a dénoncé la marchandisation de la santé, on a dénoncé la médicalisation de la santé, on a dénoncé les investissements massifs dans la technologie puis dans l'industrie pharmaceutique, justement. Alors, je suis un peu confus. C'est peut-être pas tant une question qu'une réflexion. Moi qui ai une vision de la santé comme un droit et non pas comme une marchandise, d'un droit qui doit se compléter par le respect de d'autres droits, logement, alimentation, etc., etc. Et là, ce que je constate, c'est que dans le moment, c'est les grandes compagnies pharmaceutiques qui vont en accaparer énormément de l'espace public. Et comme je vous ai dit en introduction, notre idée de la revue, c'était de lancer un débat public sur la question du droit à la santé. Comment va-t-on faire face à cette omniprésence d'un sauveur industrie pharmaceutique? Comment va-t-on renverser la vapeur puis remettre un peu nos préoccupations de l'avant? C'est un peu ça la question qui m'a passé par la tête ce matin en prenant mon café. Alors, j'inviterai Madame Gagnon, Monsieur Contandriopoulos et Madame Charpentier à répondre à cette question si ça vous convient. Moi, je peux commencer. Oh, allez-y. Oui. Oui. Allez-y, Monsieur Contandriopoulos. Oui. Ben, Monsieur Vincent Grisson, quand vous parlez, vous avez été surpris. En fait, il n'y a pas de surprise. Les systèmes de soins qui existent actuellement, c'est des systèmes qui ont été modelés, si on veut, par l'évolution technologique et qui fait en sorte que tous les aspects du vivant sont médicalisés et que l'industrie qui est derrière cette médicalisation généralisée est celle qui tire les ficelles de l'organisation du système de soins, qui valorise la médecine spécialisée et l'hôpital universitaire au détriment, par exemple, des soins infirmiers et de la continuité des soins localement, qui laisse tomber tout ce qui n'est pas vraiment intéressant, les régions éloignées, les régions pauvres, au profit d'investissements massifs dans des méga structures hospitalières, des hôpitaux, on l'a vu à Montréal, de CHUM qui ont été construits pour des milliards d'argent. Donc, le système, il est, je l'ai dit tout à l'heure, j'essaie de le dire très très vite, mais il y a une dynamique d'évolution qui est poussée, mais d'une façon invraisemblablement forte par les développements technologiques derrière lesquels il y a des intérêts financiers colossaux et qui participent aux sociétés dans lesquelles on vit, des sociétés qui sont essentiellement ces sociétés marchandes. Et on n'a pas trop de choix. Et ça pose la question, non pas de la déclaration, mais ça pose la question de savoir comment pourrait-on s'y prendre pour sortir de cette trajectoire-là. Merci, M. Contandriopoulos. Marie Carpentier, Madame Carpentier. Oui, merci. C'est une excellente question, mais moi, j'aimerais rajouter en fait un élément de complexité dans la question. J'ai eu l'occasion, dans le cadre de ma maîtrise, de travailler sur la question des brevets pharmaceutiques, puis la mise en porte-à-faux des obligations du Canada en vertu du droit à la santé et ses obligations internationales, notamment en vertu de l'accord sur les APIC, qui est un des accords de l'OMC. Dans le cas spécifique du médicament, ce que j'ai pu observer à l'époque, ça fait quelques années, déjà, c'était au début des années 2000, c'est que, entre autres, les accords internationaux qu'on a signés dans le contexte de l'OMC, donc l'APIC, qui était l'accord sur les droits de propriété intellectuelle qui touche au commerce, nous a obligés à abandonner certaines des mesures qu'on avait mises en place dans le domaine de la propriété intellectuelle pour préserver la santé puis le marché des médicaments canadiens. Donc, au Canada, on avait des mesures qui permettaient de limiter, entre autres, la durée des brevets quand c'était des médicaments
et qui permettait, bon, diverses opérations commerciales outre brevet. Mais bref, l'élément complexité, donc, c'est aussi la mondialisation dans ce problème-là, la commercialisation de la santé, qui est vraiment un facteur très, très important, puis la façon dont le Canada a abdiqué ses capacités de protéger la santé de ses citoyens par certains des accords commerciaux qu'il a signés, là. Donc, ça ne répond pas à la question, ça le rend encore plus compliqué, en fait. Merci, Madame Carpentier, sur ces précisions de l'importance des accords internationaux qu'on peut signer, notamment des accords commerciaux. Alors, il y a 2 questions pour Marie-Lou Gagnon. La première, c'est quels moyens de pression voyez-vous comme plausibles pour enfin que les infirmières et le personnel soignant, en fait, soient reconnus? Donc, qu'il y ait reconnaissance du CARE et de leurs conditions de travail. Et l'autre question, c'est quelle alliance vous voyez entre les infirmières et les patients? Donc, les infirmières, oui, qui dénoncent, mais les patients aussi qui souvent, soit parce qu'elles sont patients ou leur famille voient des choses qu'ils tentent de dénoncer. Et ça aussi, c'est difficile. Donc, quelle alliance possible entre les usagers, usagères et ceux et celles qui prennent soin de façon très proche d'eux et elles? En fait, c'est sûr que les moyens de pression, on en a vu énormément depuis 3 ans. Là. Si on m'avait posé la question il y a peut-être 4-5 ans, j'aurais pu proposer des idées. Là, on en a vu énormément. On voit aussi toute la créativité, l'usage hyper intéressant là, des réseaux sociaux. Donc, c'est sûr qu'on est à une autre époque où est-ce que les moyens de pression peuvent sembler différents. On peut faire appel à différents moyens qui sont plus technologiques. En plus de, oui, sortir dans la rue, d'organiser des événements en personne, mais on a vu aussi beaucoup d'utilisation super créative et efficace de la technologie pour mobiliser les infirmières et infirmiers. Fait que c'est sûr aussi que ça nous prend des outils efficaces qui protègent les dénonciateurs. Fait qu'on a vu à travers Je dénonce, en tout cas, des trucs intéressants, mais aussi certaines limites là, que j'ai partagées dans le texte en hyperlien là, dans le chat. Donc, c'est sûr que je pense que ce qu'il faut continuer, c'est la mobilisation de la base. C'est sûr que ça devient difficile quand, en plus, notre base, c'est des travailleurs qui sont vraiment très, très épuisés. C'est là où des alliances sont intéressantes avec d'autres syndicats, avec d'autres groupes de travailleurs qui sont en première ligne, d'autres professions genrées aussi, parce qu'il y a tout l'aspect genré dans la profession infirmière, ce qui est important de tenir compte. Donc, c'est sûr que c'est toutes les possibilités. Moi, je suis vraiment une fille militante là, qui croit beaucoup à la mobilisation puis que les solutions viennent de la base. Mais en même temps, je pense aussi que la profession infirmière doit prendre un plus gros rôle puis doit vraiment s'activer. On ne peut pas vraiment blâmer non plus juste les gouvernements. La profession infirmière vraiment n'a pas suivi là, le rythme des développements. Ce n'est pas non plus la plus politisée, la plus engagée. Là, il faut voir un peu plus de la part de la profession infirmière. Puis aussi regarder au niveau des structures décisionnelles. Est-ce que les travailleurs qui portent vraiment à bout de bras le système de santé, est-ce que ces travailleurs-là sont représentés dans qui prend les décisions? Et c'est là qu'on voit souvent un très grand écart et ça aussi, ça doit changer. Donc, tant aussi longtemps qu'on voit le même genre de profil au niveau des gouvernements, qui est le ministre de la Santé ou la ministre de la Santé dans les structures décisionnelles, ces travailleurs-là ne sont pas vraiment représentés. Donc, ça aussi, il faut que ça change. Fait que pour moi, c'est comme les différents niveaux d'action possibles. Puis oui, il faut absolument, pour avoir moi-même porté plainte au Collège des médecins, je peux comprendre que dans le rôle d'un membre de la famille, là, quand on fait face à des grosses structures, puis on essaie de dénoncer, on fait face à pas mal comment les infirmières et infirmiers se sentent souvent, pas écoutés et tout ça. Donc, ça serait vraiment des trucs à développer davantage. Fait que je ne sais pas si ça répond bien. Là, je suis consciente du temps aussi. Là, je pourrais en parler pendant des jours. Bien, on va, pour ceux qui peuvent, là, on va dépasser d'une dizaine de minutes. Je sais que Marie Carpentier doit partir rapidement. Alors, il y a 2 questions dans le chat que je vais retrouver rapidement. Une des questions concerne la possibilité donc d'élargir les soins. Donc, c'est quelqu'un qui nous demande, j'arrive pas à la retrouver.
Quelqu'un qui nous demande... oui, voilà. Présentement, le panier des soins offerts est limité. Par exemple, les soins dentaires, les soins de physiothérapie, les soins de psychologie ne sont pas accessibles de façon équitable. Comment est-ce possible, dans le contexte actuel, d'élargir l'offre des soins? Et je rajouterais à cette question-là, on peut lier les deux. Est-ce que les stratégies, en fait, je m'adresse particulièrement à Mme Carpentier, est-ce que les stratégies que vous avez mentionnées, que vous mentionnez dans votre article, notamment les outils internationaux, sont suffisants pour reconnaître le droit à la santé ou est-ce qu'il ne faudrait pas avoir une stratégie pour l'inscrire dans notre charte? Donc, voilà les deux questions qui me semblent peut-être avoir un lien. Donc, si elle est inscrite, peut-être qu'on peut envisager, même si c'est une longue bataille après, d'élargir ou on a un argument plus fort pour élargir l'offre des soins notamment. Merci pour la question. En ce qui concerne l'inscription du droit à la santé à la charte, Vézina, la professeure Vézina fait un article là-dessus dans le numéro de la revue qui est très intéressant. Ça a été une recommandation de la commission à l'époque du 25e anniversaire de la charte, de l'entrée en vigueur de la charte. Je réserve mon jugement là-dessus. En fait, je pense que ma conception du droit à la santé, c'est que c'est un droit ouvert, c'est une nécessité de prendre en compte les considérations de santé dans les décisions, mais je ne sais pas si c'est nécessaire d'en définir le contenu. Cela étant, pour la question de l'élargissement du panier de biens et services, ce que certains éléments de la philosophie du droit, puis notamment des questions délibératives nous disent, c'est que la seule chose dans une société pluraliste où il y a une pluralité de valeurs qui se confrontent, la seule chose pour laquelle on peut s'entendre, ça serait un processus de prise de décision. Donc, ce qui serait important, c'est de mettre en place un processus de prise de décision qui soit structuré, qui soit transparent, qui soit ouvert, où les intervenants pourraient mettre de l'avant leurs arguments, leurs préoccupations et qui nous permettrait d'observer l'exercice de détermination du contenu du panier de biens et services. Moi, je pense que c'est problématique en ce moment. C'est un exercice, puis ça a été constaté par la protectrice du citoyen puis par le commissaire à la santé au bien-être avant qu'il soit aboli et réinstauré, que notre processus de constitution du panier de biens et services de santé était complètement opaque. Je pense que c'est tout à fait légitime, puis je dirais, je ne sais pas si c'est le bon endroit pour dire ça, mais je ne suis même pas certaine. Je pense que c'est une question de justice de façon générale, puis même une considération de droit de façon générale, sans même avoir recours au droit à la santé comme droit fondamental d'exiger. Ça représente 25% de notre budget national à chaque année, si on exclut le service de la dette, là. En tout cas, en 2018, c'était le cas. Je pense que ça serait légitime qu'on sache comment les décisions quant à la constitution du panier de services sont prises, puis qu'on ait l'occasion de contester ou au moins de participer dans cette prise de décision-là. Donc, dans ce sens-là, je pense qu'il y aurait de la place au moins pour s'entendre sur une façon de procéder sur la détermination du contenu qui inclurait éventuellement un élargissement à certains endroits, mais peut-être aussi un rapetissement à d'autres endroits. Puis là, on revient à la question des compagnies pharmaceutiques, par exemple. Quand les prix qui sont fixés ne correspondent pas à la valeur réelle des technologies proposées. Donc, il y aurait lieu éventuellement d'agrandir dans certains endroits, puis de rapetisser dans d'autres endroits éventuellement, mais de définir ensemble, en fait, l'étendue du panier. Là. Moi, c'est ce que je promeux comme point de vue. Merci. Donc, transparence et participation, c'est les maîtres mots. D'autres sur le panier de services, M. Constant Tréopoulos et Mme Gagnon? La seule chose que j'ajouterais, c'est ma collègue Amélie Perron qui est présente, là, a mis le commentaire plus haut, mais c'est vraiment de laisser les professionnels travailler dans leur plein champ d'expertise, ce qu'on ne fait pas vraiment. Donc, c'est dur de voir tout le potentiel quand on limite tant la pratique qui est supposée d'être autonome de professionnels de la santé, incluant les infirmières praticiennes, les infirmières, les pharmaciens.
on ne les voit pas pleinement travailler, on ne touche pas le plein potentiel de ces professionnels-là parce que leur pratique est toujours limitée. Puis ça revient au gros pouvoir qu'exerce le Collège des médecins au Québec, chose aussi qui est très différente dans d'autres provinces. Donc, encore une fois, c'est intéressant de voir ailleurs. On ne voit pas ces mêmes restrictions-là sur les pratiques professionnelles. Merci beaucoup, Madame Gagnon. Elisabeth, Monsieur Contandriopoulos, vous voulez dire quelque chose? Non? Elisabeth, une autre question? Bien, il y a plusieurs questions qui ont été posées. Peut-être qu'on voudrait prendre celle, quel est le rôle des professionnels, encore le rôle des professionnels en santé dans l'élimination de la discrimination systémique contre les Autochtones et autres personnes. Puis je vais en lire une deuxième au niveau de, considérant les transformations des systèmes de santé, quels est, selon vous, les effets sur les populations dans la mesure où l'administration de leur santé se trouve au centre des processus de rationalisation néolibéraux? Alors, puis il y a la question aussi qui est venue sur la rémunération des médecins. Comment on peut la revoir? Est-ce possible? Alors, moi, j'ai envie de, je ne veux pas vous mettre sur la sellette, mais Madame Gagnon, j'ai envie de vous interpeller sur le rôle des professionnels contre la discrimination faite aux personnes autochtones et aux personnes, en fait, des discriminations dans le milieu de la santé. Bien, en fait, c'est sûr qu'il y aurait plein de choses à dire à ce sujet-là, mais c'est assez clair qu'à la lumière de nos travaux, il y a souvent des témoins de pratiques inacceptables dans les milieux qui se retrouvent face à des situations où c'est impossible de les dénoncer, où c'est très difficile, où ils font face à une culture organisationnelle qui prône le silence ou la peur des représailles. Fait que c'est sûr que l'idée de dénoncer, c'est pas juste sur les conditions de travail, par exemple, c'est aussi quand on est témoin de pratiques inacceptables. Et c'est clair, pour avoir travaillé, j'ai commencé ma carrière à l'urgence au Général de Montréal, qu'on est souvent témoin de pratiques inacceptables de nos pairs, de nos membres de notre équipe. On ne sait pas où se tourner. Donc, l'idée de dénoncer, c'est aussi ça. Il faut d'abord aussi que quand on est témoin d'une pratique inacceptable, c'est pas juste au niveau individuel, là, je sais qu'il y a tout le volet systémique, mais il faut aussi être capable d'agir. Et ça, c'est très difficile. Les cultures organisationnelles en milieu, c'est vraiment une grosse barrière et il n'y a pas beaucoup de moyens pour faire ça. Donc, on se retrouve vraiment soit à se taire ou à le faire au risque de vivre des représailles quand même assez importantes. Fait qu'il faudrait d'abord aussi adresser ça. Pour le volet systémique, je pense qu'il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, mais là, c'est sûr qu'il y a d'autres enjeux. Des enjeux, je suis beaucoup les nouvelles à chaque jour de ce qui se passe au Québec. Il faudrait d'abord commencer à ce que notre gouvernement reconnaisse que ça existe. Là. Ça serait comme un bon point de départ, là, de reconnaître que le racisme systémique est en fait une réalité pour que les choses puissent changer. Mais je ramène ça à notre sujet là, pour ne pas trop dépasser dans notre discussion. Mais c'est sûr que c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui sont témoins de beaucoup de choses. Est-ce qu'ils sont en mesure de changer puis de prendre action? Pas toujours. Merci beaucoup, Madame Gagnon. Quelqu'un veut répondre sur notre santé au centre de processus de rationalisation néolibéraux? Comment transformer ça? Qu'est-ce que ça veut dire dans ce système? Oui, Monsieur Contandriopoulos. Oui, je peux dire un mot aussi sur la rémunération. Très vite, j'ai essayé de montrer tout à l'heure comment nos systèmes de santé étaient structurellement dans des situations de crise, avec d'une part les attentes des populations qui augmentaient de façon régulière, poussée par des grandes forces, entre autres le développement des technologies, le développement des médicaments, le développement des connaissances, détérioration de l'environnement, vieillissement, le corps vieillissant devenant un terrain d'intervention de la médecine, et d'autre part, nos sociétés qui sont des sociétés qui sont prises dans des jeux de libéralisme économique qui font en sorte que pour rester dans le concert des nations, les sociétés doivent arriver à contrôler leurs dépenses d'une certaine façon,
pour faire en sorte que les déficits n'atteignent pas des niveaux qui feraient en sorte qu'il n'y aurait plus de capacité d'agir de façon démocratique. Et dans ces conditions-là, le seul discours possible des dirigeants à court terme, c'est de dire on va rationaliser le système de santé, on va rationaliser le système d'éducation, on est capable de faire plus avec moins, on est capable d'améliorer le rendement, d'améliorer la performance. Et là rentre en jeu toute une dynamique qui est en tension forte avec ce qui est la nature même de ce système, qui est la responsabilité professionnelle, qui est l'autonomie dont les professionnels devraient pouvoir disposer pour soigner correctement leurs patients, et que cette tension-là, elle est de plus en plus forte à tous les niveaux du système de santé. Et cette tension-là, elle est entre autres amplifiée par alors la question de la rémunération à l'acte qui a été exigée par les médecins au moment de l'introduction de l'assurance maladie pour être sûr que l'État n'allait pas intervenir sur leur pratique et qu'ils allaient conserver leur liberté professionnelle, apparaît comme étant une contrainte dans laquelle la liberté professionnelle des médecins et d'autres qui travaillent est définie par de plus en plus des considérations économiques qui viennent brimer certaines décisions qu'ils pourraient prendre. Alors, transformer le mode de rémunération, il faudrait qu'on arrive à payer non pas les quantités de services, mais payer une véritable responsabilité que devraient exercer non pas seulement des médecins, mais des équipes dans les soins de proximité en particulier. Mais pour arriver à ça, il faudrait aussi qu'on arrive à un rééquilibrage entre les niveaux de rémunération de personnes qui travaillent ensemble. Il est à peu près impossible d'imaginer qu'on ait une véritable coopération quand, dans les membres d'une équipe qui travaille ensemble, certains gagnent 10, 15, 20 fois ce que gagnent les autres. Ça ne peut pas marcher. Merci, monsieur. Tout un programme. Donc, changer la rémunération à l'acte et voir un certain équilibrage entre les professionnels de la santé au niveau des rémunérations et des responsabilités. Oui. Elisabeth, il y avait une autre question aussi. Oui, merci. Alors, il y a des questions, en fait, des mentions par rapport, qu'en est-il du droit à la santé, le droit des usagers? Une autre, le droit à la santé s'apparente souvent plus à un droit individuel. Quelle place pour les droits collectifs? Et une troisième, comment croyez-vous que le Québec peut agir dans le respect des chartes et de la loi canadienne sur la santé alors que le gouvernement du Québec est toujours sur la défensive lorsque le gouvernement fédéral pousse dans ce sens? Alors, est-ce que Marie, peut-être? Je te laisse la parole, oui, je vous laisse la parole, Madame Carpentier. J'avais envie de surfer sur la question de la rationalisation. Je trouve que ça amène aussi à la question de la tension entre les droits individuels et les droits collectifs. Il faut se poser la question de... En fait, tous les systèmes de santé partout dans le monde sont obligés de rationaliser. Rationaliser est entendu comme l'obligation de faire des choix. Je trouve que... Et ça nous ramène aussi à la question qui était soulevée par Vincent tout à l'heure. Donc, au Québec, on n'a pas le choix. On est incapable de satisfaire tous les besoins de santé de tout le monde sans limite. On est obligé de prendre des décisions par rapport à ça. Donc, encore une fois, comment on prend les décisions, mais ça ramène aussi à la question de pourquoi on paye. Donc, je voulais soulever l'exemple, par exemple, de l'assurance médicaments. Quand je travaillais sur mon mémoire de maîtrise, j'étais tombée sur un manuel qui parlait de pharmaceutical pricing, donc comment on établit le prix des médicaments. Puis la règle était assez simple, d'ailleurs le livre était assez peu volumineux, c'était vous cherchez ce que les gens sont capables de payer. Et donc, quand on était dans un système où les gens payaient de façon individuelle chacun pour leurs médicaments, bien, la limite était quand même assez basse parce qu'à partir du moment où on charge, par exemple, 10 000 $ pour un médicament, bien, ça représente peut-être 25 % des revenus moyens des gens. Donc, on a de la difficulté au-delà de ça. Mais à partir du moment où on inclut des assurances collectives
qui interagissent avec des compagnies pharmaceutiques privées, donc des intérêts privés. Les assurances collectives permettent d'augmenter de façon faramineuse le coût des médicaments. Ils augmentent la capacité de payer de façon faramineuse en collectivisant. Donc là, on permet aux collectifs d'assumer des coûts qui sont assez exorbitants, qui sont fixés par des entreprises privées pour des intérêts privés. Donc, il y a toute cette interaction-là, je trouve, à éclairer éventuellement dans notre exercice de rationalisation, aussi dans nos décisions de rationalisation. Donc, je pense que justement, l'idée du débat ouvert et démocratique et qui inclut les parties intéressées permettrait justement d'éclairer cet aspect-là. Et quant à la question de Mercedes, je trouve que c'est une question très compliquée qui est plus politique que juridique, donc j'aurais un peu de difficulté à répondre. Je pense qu'il y a des enjeux très politiques dans la question qui est soulevée. Est-ce qu'il y aurait des pistes pour la question de Mercedes sur les relations Québec-Canada en termes de santé? Et ensuite, je laisserai la parole à Vincent. Monsieur Contandriopoulos, Madame Gagnon, sur la relation Canada-Québec. Non, personne ne veut se prononcer sur la relation Canada-Québec. Ah, Monsieur Contandriopoulos, votre micro est fermé. Votre micro est fermé. La question qui était posée sur la loi canadienne sur la santé et sur les relations fédérales provinciales dans le domaine de la santé. Alors, je rappelais rapidement comment ça s'était passé. C'était la loi canadienne sur la santé, c'était une loi qui devait encadrer du financement. Et le fédéral voulait être sûr que l'argent qui allait dans les provinces était bien dépensé pour des services médicaux et les services hospitaliers, et que c'était accessible à tout le monde, d'où les saints principes de la loi canadienne sur la santé. Donc là, on a une loi qui n'est pas une charte, qui n'est pas une loi sur des principes très fondamentaux. Ce sont des principes, mais fondamentalement, c'était des principes qui étaient des façons de contrôler du financement. Maintenant, pour le reste, effectivement, je pense qu'on est dans le politique absolu, de savoir dans quel pays on vit, quelles sont les relations fédérales et provinciales, et puis on n'aura pas de réponse technique à cette question-là. Merci, monsieur. Vincent, tu seras le dernier à poser une question avant de laisser un petit moment aux panélistes pour dire un dernier mot. C'est plus pour donner une réponse, l'idée que le droit à la santé est quelque chose d'individuel versus collectif. L'idée, c'est que le droit à la santé, c'est beaucoup plus que le droit de ne pas être malade ou de se faire traiter pour sa maladie. C'est pour ça que plusieurs articles dans la revue vont parler des déterminants de la santé. Et c'est vraiment par là qu'on voit la nature collective du droit à la santé, parce que le droit à la santé est relié à l'exercice de d'autres droits, puis à la réalisation de d'autres droits. Le droit au logement, le droit à l'alimentation. Ta santé, il y a un lien avec la race. C'est tout ça les déterminants de la santé. Puis le logement, l'alimentation et le racisme, ce sont des luttes collectives. Et c'est par là que le droit à la santé devient une lutte collective. Merci beaucoup, Vincent. Je vais prendre quelques minutes pour remercier nos panélistes et leur laisser l'occasion de dire un dernier mot. Je vais commencer par Madame Gagnon. Merci d'abord. Merci. J'ai peur que je vais me lancer sur une autre discussion si je mettais seulement pour rappeler l'importance peut-être dans les prochains mois, en tout cas, on est toujours dans le contexte de la pandémie, de l'appui du public. Et peu importe le secteur dans lequel vous vous trouvez, que ce soit le communautaire, le syndical, l'académique, c'est vraiment d'interroger le discours d'ange gardien, ces trucs-là, quand ça ressort, de vous rallier du côté des professionnels de première ligne, de ne pas entretenir ces discours-là, de vraiment les remettre en question parce que franchement, ça n'a pas du tout aidé la condition des infirmières, puis vraiment leur dénonciation, de les écouter puis de les appuyer. En fait, ça serait ma recommandation, peu importe où vous vous trouvez. Donc, j'arrête là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Contandriopoulos? Ah, votre micro. Juste une dernière remarque, quelque chose qui, moi, je trouve intéressant. Il me semble que dans des sociétés démocratiques, les grandes institutions, comme la santé, comme l'éducation, sont en quelque sorte le miroir de la société tout entière. Et une société n'est jamais meilleure que ce qui se passe dans ces grandes institutions.
Une société est à l'image de ce qui se passe dans le domaine, dans son système d'éducation, dans son système de santé, dans son système de sécurité publique. Quand dans une société, on n'est pas en mesure de réformer les systèmes, les grands systèmes, entre autres le système de santé, on est dans des sociétés dans lesquelles il y a un véritable questionnement sur la démocratie dans ces environnements-là. Et je pense qu'actuellement, on est rendu là et on doit se poser cette question à ce niveau-là. On se demande, la société dans laquelle on aimerait vivre, qui serait une société démocratique, va devoir être en mesure de démontrer qu'elle est capable de transformer le système de santé, entre autres, de transformer de toutes sortes de façons. On n'a pas le temps de parler maintenant. Voilà, donc il me semble qu'il y a quelque chose d'intéressant à garder en tête là. Merci, un peu d'espoir. Marie Carpentier, oui, un dernier mot. Merci d'abord. Merci de m'avoir permis de participer à cette belle conversation et à ce magnifique numéro. Je réitère que c'est un très beau numéro de la revue. J'ai très hâte de le tenir dans mes mains. Peut-être que je terminerai en disant que je conçois le droit à la santé comme l'occasion, justement, comme citoyen, de participer au débat, d'avoir l'occasion de donner notre opinion dans le débat et d'avoir l'occasion de soulever la pertinence de la façon dont nos dirigeants prennent les décisions en santé. Je pense que pour moi, le droit à la santé, c'est vraiment une partie essentielle de ce droit-là. C'est cette possibilité-là de participer à la discussion et de mettre en cause la prise de décision et de voir son droit de participer là, satisfait. Merci beaucoup. Je vais vous remercier encore une fois, les quatre panélistes, pour votre participation. Merci aussi au public pour les questions. Je veux vous dire que ce n'est que... Donc, on a un tout nouveau comité sur le droit à la santé. C'est la première activité organisée par ce comité. Donc, ce lancement, mais aussi la revue. Il va y en avoir d'autres. Donc, je vous invite à être à l'affût sur notre Facebook, sur le site Internet, d'aller voir sur le site aussi, de devenir membre, évidemment, si vous voulez appuyer le travail de la Ligue et avoir cette super revue et de la faire circuler surtout. Donc, merci beaucoup et au plaisir de vous revoir à une prochaine activité sur la santé ou sur d'autres droits. Merci. Merci. Bonsoir. Merci. Au plaisir.